Mesdames, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, comme vous le savez, notre commission d'enquête a pour objet d'évaluer le traitement judiciaire des viols et agressions sexuelles incestueuses parentales sur mineurs, avec notamment une attention particulière portée à la prise en compte de la parole de l'enfant et sa protection effective pendant la procédure. Je suis ravie d'accueillir Madame Hélène Romano, psychologue, docteure en psychopathologie, docteur en droit privé et sciences criminelles, Madame Eugénie Izard, pédopsychiatre et présidente du réseau de professionnels pour la protection de l'enfance et de l'adolescence. Donc bienvenue cet après-midi et merci de nous avoir accordé votre disponibilité. Je vous rappelle donc que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1 heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter à lever l'une et l'autre successivement la main droite et à dire « je le jure » après avoir activé votre micro. Vous avez un petit bouton pour ce faire. Je le jure. Je le jure. Je vous remercie. Donc je vais vous laisser la parole à chacune pendant quelques minutes pour que vous puissiez nous faire une présentation issue des questions bien évidemment que nous vous avons fait parvenir, mais aussi issue de votre expérience, des messages que vous souhaitez donc nous faire passer cet après-midi. Et ensuite nous ouvrirons bien évidemment le jeu des questions et des réponses. Je vous en prie, allez-y, docteur Romano. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, je vous remercie d'abord pour votre invitation. Comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, mon propos s'inscrit dans une pratique clinique de plus de 30 ans, en tant que psychothérapeute spécialisée dans la prise en charge des blessés psychiques, tout particulièrement des enfants, et en tant que chercheur. J'ai un doctorat en psychopathologie et un doctorat en droit privé en sciences criminelles, ce qui m'amène à avoir un double regard, à la fois sur ce que peuvent vivre mes patients et les réponses institutionnelles qui sont apportées. En faisant le lien avec les questions que vous nous avez posées, je vous propose d'aborder 3 points essentiels en lien avec cette expérience sur 30 ans. Qu'est-ce qui a évolué ? La première chose qui a évolué, c'est qu'aujourd'hui, on parle de l'inceste. On ne le nomme pas forcément, mais en tout cas, on en parle. Quand j'ai soutenu ma thèse sur les violences sexuelles en 2003, c'était un non-sujet, on n'en parlait strictement pas. Depuis, il y a eu des mobilisations importantes, les travaux de la Civis, les médias, etc., c'est vraiment important, mais on est avec un chiffre d'une stabilité consternante de 5 à 10% des enfants qui sont victimes d'inceste dans la famille, quels que soient les milieux sociaux. Dorothée Ducy le rappelle, dans tous ses travaux, l'effet d'inceste, c'est pas que conjoncturel, c'est vraiment structurel. C'est pas qu'une accumulation de faits divers, c'est quelque chose de structurel, de très systémique et de très organisé, qui permet de comprendre pourquoi on ne protège pas les enfants. Je retiendrai 2 chiffres sur tous les chiffres qui ont dû déjà vous être apportés sur l'inceste. 8% des enfants qui ont révélé, seuls 8% des enfants sont protégés. C'est extrêmement rare. Et 6 professionnels sur 10, le docteur Eugénie Izard, qu'on fera la présentation, ne protège pas les enfants pour différentes raisons qui révèlent des violences. Tout ça pour dire que lorsqu'un parent qui est le premier dépositaire de la parole de son enfant ou de comportement sexuel de son enfant, c'est déjà un impact traumatique parce que c'est très violent d'entendre son enfant, de le voir avoir des comportements sexualisés. Il est exceptionnel qu'il le protège. C'est très rare. Donc, il serait d'autant plus important de faire attention à ces parents-là. Le deuxième constat, c'est la question de la place de la parole de l'enfant. Là, il y a plusieurs questions de votre commission à ce sujet-là. Moi, ce que je peux constater, c'est une défiance à l'égard de la parole des enfants victimes et depuis plusieurs années, la construction d'une idéologie du doute de principe. C'est une véritable institutionnalisation du doute. La défiance des adultes à l'égard de la parole des enfants, ça c'est pas nouveau pour tous les sujets. Mais ce qui est spécifique dans le cas des enfants victimes de violences sexuelles, c'est que la majorité des enfants ne parlent pas. Un enfant victime d'abus, il ne parle pas. Il y a tous les bébés qui n'ont pas accès à la parole, les enfants handicapés, il ne faut pas les oublier. Il y a surtout le contexte de terreur dans lequel l'auteur place l'enfant, le fait qu'il lui dit on ne croira jamais, la pression qu'il y a au sein des familles. Il y a la honte, la culpabilité, il y a tout ça, la confusion dans laquelle l'auteur peut le placer.
Ce qui fait que l'enfant, il est réduit à l'état d'objet, et un objet, ça parle pas. Donc, les enfants victimes, c'est exceptionnel qu'ils parlent, qu'ils dénoncent. Ils peuvent manifester par leur comportement des troubles, mais ça reste rare. Ce qui nécessite d'être formé, et on le verra après. Donc, quand il parle avec toute la difficulté, quand il manifeste des troubles, et qu'il y a un déni qui est porté sur ses violences, un déni qui est porté sur sa parole, pour les peu d'enfants qui arrivent à parler, quand il y a un déni, c'est-à-dire qu'on va lui dire « tu te tais, tu ne parles plus », tu retournes chez la personne que tu mets en cause. Il y a non seulement les troubles post-traumatiques complexes liés à la pathologie des enfants victimes d'abus sexuels, mais il y a également des troubles post-traumatiques spécifiques liés aux violences judiciaires et institutionnelles qu'ils peuvent subir. Et ça, c'est vraiment extrêmement important que votre commission en ait une notion, en ait conscience, et qu'on puisse l'expliciter si vous le souhaitez par la suite. Il y avait des questions, et je passerai, c'est vraiment important de le dire, il y a une évolution sur l'attention ou l'inattention portée à la parole des enfants qui a été dramatiquement marquée par l'affaire d'Outreau, et la spectacularisation orchestrée par certains avocats de la défense qui ont su, avec un talent remarquable, user de ces dérives sémantiques perverses que nous connaissons bien, qui conduisent à inverser les culpabilités. Ils ont érigé les enfants d'Outreau comme des menteurs, en ayant recours en particulier à l'intervention d'un psychiatre d'adulte qui n'avait jamais vu ces enfants-là, mais qui a, avec une forme d'autorité, suggéré que les enfants étaient de principe des menteurs, avec les mêmes arguments utilisés par Gardner, qui est quelqu'un qui, dans les années 70, a conçu une notion, le syndrome d'aliénation parentale, et qui a œuvré toute sa vie pour défendre les pédophiles via cette notion. Et ça a été les mêmes arguments qui ont été utilisés par ce psychiatre. Je rappellerai juste qu'il y a 12 enfants qui ont été reconnus victimes d'inceste, de violences sexuelles, de torture, d'actes de barbarie, de proxénétisme et de corruption de mineurs. Et je rappellerai également que certains acquittés ont depuis été condamnés pour des faits similaires. Mais l'instrumentalisation qui a été faite de ce procès conduit toujours, 21 ans plus tard, à dire que les enfants qui révèlent l'inceste sont des menteurs. Ou s'ils ne sont pas menteurs, ils sont manipulés. Ou les deux, des menteurs manipulés, ça fonctionne aussi. Le procès en appel d'Outreau est une mystification de la réalité subie par les enfants victimes qui a conduit à une idéologie du mensonge face au témoignage des enfants victimes. Et être dans l'idéologie, c'est être dans une doctrine avec des principes que rien n'étaye. Premier principe, l'enfant est un menteur. Deuxième principe, même s'il dit la vérité, c'est le premier principe qui s'applique. Alors, on est toutes les deux professionnels depuis un certain temps, et on entend souvent les collègues nous disent qu'ils ont peur de se tromper. On a peur de se tromper, mais ils ont plus peur de se tromper à l'égard de l'adulte qui est mis en cause qu'à l'égard de l'enfant victime, ce qui peut interroger. Et comme le système pénal est basé sur la présomption d'innocence, ça conduit trop souvent à la présomption du mensonge du côté de l'enfant. Par contre, lui, l'adulte, il est toujours crédible. Je rappellerai juste qu'on sait que les adultes mentent, même quand droit dans les yeux, ils sont auditionnés par des commissions parlementaires. Tant que nous douterons d'abord des enfants plutôt que des adultes, nous continuerons à protéger les agresseurs. Les allégations d'enfants dans les contextes d'abus, de violences sexuelles incestueuses sont extrêmement rares. Dans la littérature, on est entre 2 et 6% des cas, études internationales, études francophones. Et tous les cliniciens chercheurs qui travaillent sur ce sujet obtiennent les mêmes résultats. Donc l'enjeu, c'est pas tant la parole de l'enfant. L'enjeu, me semble-t-il, est celui de l'écoute de la parole de l'enfant. Un enfant victime d'inceste, ça ne se résume pas à sa parole. Il faut prendre en compte son comportement, son évolution et tout ce qu'il ne peut pas dire par des mots, MOTS, via son comportement. Et ce qu'on constate, c'est 2 écueils qui sont la facette d'un même mécanisme qui se base sur des croyances plutôt que d'un raisonnement. C'est soit on va croire dans une forme d'idéologie, les enfants ont toujours raison, tout ce qu'ils disent c'est vrai absolument et aveuglément. Soit a priori, l'enfant ment. Et ces 2 extrêmes mettent en danger l'enfant parce qu'on n'entend pas l'enfant à hauteur d'enfant. On n'entend pas l'enfant dans sa réalité. Donc l'enjeu, c'est pas tant de savoir s'il faut croire les enfants sans condition, mais de s'assurer que lorsqu'ils parlent, ils sont protégés et entendus. Ce qui m'amène à la question du parent protecteur, puisque là, on est vraiment dans une commission qui porte et sur la question des parents dans les situations d'inceste, les parents protecteurs qui sont malmenés, voire très violentés par les décisions judiciaires. C'est cette stigmatisation, comme une forme de glissement, l'enfant ment, et on va avoir du côté du parent protecteur, très majoritairement la mère. Moi, j'ai au quotidien, c'est ma pratique psychothérapeutique, j'ai majoritairement des mères, j'ai quelques pères.
et je pense que c'est important de le dire, c'est une forme de dynamique qui est assez implacable et qui se répète. Premièrement, la mère est disqualifiée. Elle est fatiguée, si l'enfant est jeune, elle a un baby blues, elle est trop fusionnelle, trop proche de son enfant. Si ça marche pas, la mère est déprimée. Ou elle est en burn-out parental, avec ce qui conduit au bout d'un moment à ce qu'on appelle à des biais de confirmation, c'est-à-dire que la mère, à un moment donné, elle est tellement étudiée, tellement fatiguée, que son comportement vient confirmer les accusations dont elle est l'objet. Et puis, troisième évolution, la mère, elle est accusée d'être mythomane, psychiquement instable, paranoïaque, et ce raisonnement finit là aussi par produire très souvent, parce qu'elle se défend, elle est vraiment paranoïaque. Ou la mère présente, autre étape, un syndrome d'aliénation parentale. Alors je rappellerai à la commission, mais ça vous le savez très bien, que depuis 2013, le syndrome d'aliénation parentale n'est pas reconnu comme un syndrome, que c'est une notion qui a été mise en place par un pédocriminel notoire qui était Garner, que c'est utilisé dans les cas de défense de parents mis en cause, souvent avec des profils qui sont très inquiétants pour nous, qu'il y a eu de multiples résolutions du Parlement européen, ministère de la Justice, l'Assemblée générale des Nations Unies, etc., pour proscrire l'usage du SAP, mais qui continue d'être utilisé. Il continue d'être utilisé, puis 2013, comme il est pas dans le DSM, on voit apparaître le syndrome de Munchausen par procuration. Parce que là, lui, il est bien dans le DSM. Mais qui est totalement dévoyé. J'ai fait transmettre à la commission un article que j'ai écrit récemment avec le professeur Hayez sur le sujet, pour dire que le syndrome de Munchausen par procuration est utilisé quand les professionnels ne veulent pas voir les violences incestueuses, et donc du coup, on va mettre ces termes-là, et petite subtilité, au cas où ça suffise pas, on va parler de conflit parental, en sachant que ce terme-là est utilisé avec des confusions constantes, entre autres qui conduisent à l'invisibilisation des violences intrafamiliales, parce que le conflit, c'est pas les violences. Donc ce sont toujours les mêmes étapes. Et ce processus est quelque chose que l'on retrouve systématiquement, comme un scénario qui est préécrit, un piège mortifère, et qui va se poursuivre par des représailles sur la mère, des représailles dans les soins, on ne peut pas prendre en charge ces enfants-là, et les professionnels qui essayent, comme Dr Isard, moi-même et d'autres collègues, de prendre en charge ces enfants, on est invalidé, et ça se traduit par le placement de l'enfant en foyer famille d'accueil, ou alors chez le parent auteur. Je pense que c'est important d'éviter les clivages. Il y a des professionnels qui sont remarquablement protecteurs, des magistrats qui sont remarquablement attentifs. Il y en a d'autres qui ne veulent pas voir l'inceste. Et je prendrai encore quelques minutes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à cette dérive-là. Il y a de multiples hypothèses. J'en poserai deux. Pour un parent protecteur, déjà, croire son enfant, voir son enfant, protéger son enfant, c'est traumatique. Un enfant qui va vous dire « j'ai sucé le zizi de papa, il y a des poils, ça pique, il m'a mis le doigt dans les fesses » ou qui va tout d'un coup mimer ça, c'est d'une violence assez indicible. Donc l'inceste, c'est quelque chose qui fonctionne grâce au secret, grâce au huis clos. Donc quand l'enfant parle, il essaie de se dégager de cette bulle psychique dans laquelle il est, et quand le parent protecteur va sortir du huis clos en dénonçant ce que l'enfant a dit, en protégeant l'enfant, en dénonçant, il transgresse le fonctionnement de l'inceste. Il transgresse la transgression. Et une des difficultés, c'est que pour les professionnels, croire le parent protecteur, c'est se dire, OK, il y a de l'inceste. Alors des fois, dans des familles VIP, ils ne sont pas dans la représentation des professionnels, donc c'est admettre que la famille n'est pas un lieu toujours protecteur, que des violences absolument innommables, indicibles peuvent être agies par une figure d'autorité. Et là, cette réalité, elle se heurte à une autre réalité, qui est celle de la culture familialiste en France, et en particulier à toutes ces croyances patriarcales qui interdisent une sorte de pacte des négatifs. On ne désacralise pas la figure paternelle. Donc les notions d'aliénation parentale, du syndrome de Munchausen par procuration, de conflit parental et d'autres encore, ça témoigne, on peut faire l'hypothèse, d'une sorte de mécanisme de défense sociétale pour maintenir coûte que coûte la sacralité de la famille et ce déni de l'inceste. Avec des réflexions, c'est quand même ton père. Donc les enfants, même quand un père est suspendu droit de visite, sont contraints d'avoir des droits de visite médiatisés, c'est quand même ton père. La deuxième hypothèse, et le docteur Isard la développera plus que moi, mais je pense important aussi d'en parler, et qui s'inscrit dans la continuité de la première, c'est une forme de contamination psychique des professionnels, quels qu'ils soient, à fonctionner avec les mêmes logiques que les auteurs. Moi, j'assure des supervisions, et c'est assez impressionnant de voir qu'à un moment donné, l'équipe de l'AMO, certains professionnels qui interviennent dans d'autres dispositifs, fonctionnent comme l'auteur.
Les professionnels, je pense que c'est important, c'est pas forcément qu'elles ne veulent pas savoir, mais que psychiquement, elles n'ont pas accès. Il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui contamine. J'entends des choses horribles, je vois des comportements qui sont épouvantables, ce qui veut dire que cet enfant a été victime de violences sexuelles, ça c'est juste impensable. Cet enfant me fait comprendre que c'est un de ses parents, ça c'est encore doublement impensable. Et puis ce parent qui est mis en cause, il est gentil, il est charmant, ils sont très séducteurs, ces pères ou ces mères. Et ils vont très souvent avoir ce qu'on appelle une communication abusive. C'est-à-dire que dans la façon de parler, dans la façon de présenter, dans la façon de donner des explications abracadabrantesques, on a des professionnels qui vont se retrouver comme contaminés à fonctionner par des parents qui sont des auteurs redoutablement persuasifs, manipulateurs, et qui bénéficient de ce fait d'une protection implicite. Pour conclure, et je pense vraiment important de comprendre que dans la vie d'un enfant, l'inceste, ça détruit le corps, ça ne se répare pas, ça détruit l'identité. C'est un crime identitaire, c'est un crime filial. La filiation est au cœur des violences incestueuses, c'est la spécificité. Et le parent protecteur, dans l'inceste parental, il y a la question de la filiation qui est absolument là. Et les enfants, les parents qui sont dépositaires, qui essayent d'être protecteurs, se trouvent face à une situation, un constat, c'est qu'ils ne sont pas protégés. Le parent n'est pas protégé, l'enfant n'est pas protégé. On est dans une logique systémique, avec des mécanismes qui, tant qu'ils ne seront pas transformés, feront qu'on ne pourra pas évoluer dans ces situations-là. Ça nécessite de sortir du déni face à l'inceste. On parle de l'inceste, on ne le nomme pas. Sortir du déni, ça implique d'accepter que la famille ne soit pas toujours un espace protecteur. Ce qui nécessite que notre société doit accepter de faire face à une réalité, c'est que l'inceste, c'est avant tout une logique de domination masculine dans la famille, et en particulier sur le corps de l'enfant. Notion de domination qui est absente du code pénal dans la définition. L'inceste, c'est avant tout cet abus sur le corps, un abus de pouvoir d'un adulte censé être protecteur sur l'enfant. Sortir du déni de l'inceste nécessite que l'enfant ne soit pas utilisé comme réparation du parent. Et toutes les mesures, visites médiatisées et autres, l'enfant, c'est le paradigme français, il est utilisé pour réparer le parent. L'enfant, il a l'obligation d'aller au droit de visite, qui sont des vrais forçages de liens dans ces situations-là. Il a plus de vie. Le samedi, il va pas à son foot, pas à ses activités. Il doit aller au droit de visite. Le père ou la mère, mais le père qui est auteur, qui est mis en cause comme auteur, lui, il vient s'il veut. Et lui, il n'a pas besoin de soins psy avant de venir. Mais l'enfant, il est contraint d'avoir tous ces soins-là. Donc, on utilise l'enfant pour réparer le parent. Et ça, il faut absolument que ça change. Sortir du déni de l'inceste, ça nécessite de se dégager de cette idéalisation du lien familial et de la coparentalité. Il n'y a pas de coparentalité possible, pensable dans les situations d'inceste. Et que il faut comprendre que pour l'enfant qui a déjà tellement souffert, pouvoir se réparer psychiquement, se restaurer psychiquement, parce qu'on ne répare jamais les violences incestueuses, c'est arriver certaines fois à se construire hors de ce fameux lien idéalisé, la coparentalité, avec d'autres ressources. Mais comment le système judiciaire, le système institutionnel, peut-il entendre ces enfants victimes d'inceste quand la coparentalité est au centre des dispositifs d'AEMO, coparentalité, c'est le mot partout. Il n'y a pas de coparentalité dans l'inceste, c'est pas possible. Mais pourtant, c'est les logiques des dispositifs de protection de l'enfance. Donc, tant qu'on est avec ces logiques-là, institutionnelles, l'idéalisation de la coparentalité participe à renforcer la dynamique incestueuse. Et ça, il faut en avoir notion dans ce qui est mis en place. Si on veut réellement protéger les enfants victimes d'inceste, il s'agit de protéger l'enfant avant de protéger la famille. Et le paradigme, il faut le changer. Ça sert à rien de nous dire les besoins de l'enfant, l'intérêt de l'enfant, etc. C'est la famille qui prime. C'est la coparentalité qui prime. Un enfant, il a besoin de ses parents aimants pour grandir. Soutenir des parents qui sont en carence éducative, c'est important pour un enfant. Des parents qui ont agressé, qui sont dans une démarche authentique, c'est quand même rare, de réflexion sur les actes qu'ils ont commis, ok. Mais l'enfant ne doit pas servir, ne doit pas être l'objet de ce travail-là. Il faut pouvoir protéger l'enfant avant de protéger la famille et protéger la coparentalité. Et ça, c'est absolument indispensable et on se rend compte qu'on en est très loin. Je vais vite terminer. Tant
notre société fera l'impasse sur cette réalité de cette domination, de cette réalité de la domination, la sacralisation, de la domination sur le corps de l'enfant qui autorise l'inceste. Tant qu'on restera avec ce paradigme, c'est à l'enfant de réparer l'enfant. Tant qu'on restera sur cette idéalisation de la coparentalité à tout va, y compris dans l'inceste, le déni sur l'inceste persistera. Le déni sur le vécu des enfants victimes persistera. Le déni sur la place des parents protecteurs persistera. Ce changement de paradigme, il est possible. Toute l'initiative de la commission d'enquête me semble particulièrement importante. Je pense aux travaux de Jacques Tomec, qui a aussi beaucoup alerté en tant que journaliste sur tout ce qui se passait, avec tout un travail journalistique sur ces situations de mères protectrices qui sont mises à mal par les décisions de justice. Il ne s'agit pas de diaboliser et de disqualifier les uns et les autres. Moi, je ne suis pas du tout dans ce clivage-là. J'ai essayé de vous démontrer que j'essayais de comprendre. Il y a des choses qui nous permettent de comprendre, mais on a beau comprendre la logique même du système français de la protection de l'enfance, il est basé sur la protection de la famille et pas la protection de l'enfant. Ça, c'est absolument épouvantable. On répare pas une enfance qui a été fracassée par l'inceste, ça ne se répare pas. On apprend, on essaye, en tout cas c'est notre travail de thérapeute et les professionnels éducateurs qui interviennent au quotidien avec les enfants, ils essayent de permettre de survivre par rapport à ces violences-là, mais permettre à l'enfant de survivre à des violences incestueuses, ça n'est pas l'amputer de son parent protecteur. Quand on ampute l'enfant du parent protecteur, quand on dénie les violences qu'il a subies, on renforce d'autres violences et on va créer d'autres traumatismes qui existent. Les enfants ne guérissent jamais du silence des adultes et de leur abandon. Un enfant qu'on ne croit pas, un enfant qu'on ne protège pas, c'est un enfant qu'on tue. Je vous remercie.